Tu es suspendu jusqu'à ce que tu présentes tes excuses à mon ex, aboya mon mari, le PDG, devant toute l'entreprise. Des rires emplirent la pièce. Mon visage brûlait, mais je dis seulement, très bien. Le lendemain matin, il ricana. Enfin tu as compris ta place. Puis il remarqua mon bureau, vide, mon badge disparu, et le service juridique qui fit irruption, tremblant. Monsieur, qu'avez-vous fait? Je me souviens encore du moment précis où j'ai réalisé que j'étais devenu invisible dans ma propre entreprise. C'était lors de l'Expotech du printemps, 3 mois avant que tout ne s'effondre. Nathan était sur scène sous les projecteurs, parlant de notre cadre de sécurité révolutionnaire devant un auditorium rempli à craquer. Il gesticulait avec emphase, sa voix confiante et rodée. Le public était conquis. Les investisseurs se penchaient en avant. Les journalistes prenaient des notes. Moi? J'étais dans les coulisses, regardant à travers une fente du rideau, tenant le fichier de présentation de sauvegarde sur une clé USB au cas où son ordinateur portable tomberait en panne. Juste au cas où. Toujours juste au cas où. Avant de continuer, je tiens à vous remercier d'être ici. Si vous pensez que le travail acharné mérite d'être reconnu, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à toucher davantage de femmes qui en ont besoin. Maintenant, voyons ce qui s'est passé ensuite. Lorsque le modérateur a demandé à Nathan qui avait construit l'architecture centrale, il a souri de ce sourire charmant et a dit « Nous avons une équipe de développement incroyable. De vrais innovateurs. » Il n'a pas dit mon nom, pas une seule fois. Je suis Laura Winters, 34 ans, architecte système, chef de projet, cofondatrice, bien que vous ne le sachiez pas en consultant le site web de l'entreprise. Et pendant 7 ans, j'ai été l'épine dorsale invisible de Winters Tech Solutions. La femme qui a construit le squelette pendant que tout le monde admirait le costume. Il y a 7 ans, cette entreprise n'existait pas. Ce n'était que l'idée à moitié formée de Nathan et mon code. Nous avons commencé dans notre appartement exigu d'une chambre à Brooklyn, le genre d'endroit où l'on pouvait entendre les disputes de ses voisins à travers les murs et où le radiateur claquait comme un prisonnier essayant de s'échapper. Nathan avait le charisme, le réseau de l'école de commerce, la capacité d'entrer dans une pièce et de faire croire aux gens à des choses qui n'existaient pas encore. J'avais le génie technique, la capacité de construire réellement ces choses. Tard le soir, nous étions assis l'un en face de l'autre à notre minuscule table de cuisine, les ordinateurs portables brillants, les boîtes de plats à emporter s'empilant. Il lançait des idées. J'écrivais du code. Il charmait les investisseurs. Je faisais fonctionner le produit. On avait l'impression d'un partenariat. On avait l'impression d'aimer. Lorsque nous avons constitué la société, Nathan est devenu PDG. Je suis devenu CTO. Il a pris le bureau d'angle avec la vue. J'ai pris l'espace de travail près de la salle des serveurs où les néons bourdonnaient trop fort et me donnaient des maux de tête. Mais c'était bien. Je me disais que nous construisions quelque chose ensemble. Nous étions partenaires en affaires et en mariage. C'était censé vouloir dire quelque chose. Pendant un certain temps, ce fut le cas. Mais quelque part entre les séries de financement et l'embauche de notre 50e employé, quelque chose a changé. Nathan a cessé de me présenter comme sa cofondatrice. Lors des dîners avec les investisseurs, je suis devenu notre chef de projet. Lors des conférences technologiques, je faisais partie de l'équipe. Les investisseurs serraient la main de Nathan, le félicitaient pour sa vision, et leurs yeux glissaient directement sur moi comme si j'étais un meuble. Je me disais que ce n'était pas grave. Je me disais que j'étais trop sensible, que c'était juste la façon dont l'industrie fonctionnait. Les femmes dans la technologie s'habituent à être ignorées. Nous apprenons à l'avaler, à sourire poliment et à continuer à construire. Je vois maintenant que j'étais effacé, complètement, méthodiquement, une présentation à la fois. Puis, il y a 6 mois, Vanessa Monroe est revenue dans nos vies comme un ouragan en talons de créateur. L'ex-femme de Nathan, la femme dont le nom avait l'habitude de faire serrer la mâchoire de Nathan chaque fois qu'il était mentionné. Leur divorce avait été brutal, accusations sales, bataille de garde hideuse pour leur fille, Lily, des avocats facturant des heures comme s'ils imprimaient de l'argent. J'avais soutenu Nathan dans tout cela. Je l'avais écouté se plaindre. Je l'avais rassuré quand il doutait de lui. J'avais été la bonne épouse, la partenaire qui le soutenait. Alors, lorsque le conseil d'administration a annoncé l'embauche de Vanessa en tant que directrice de l'innovation, j'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing en traître. Ce n'était pas mon choix,
a dit Nathan ce soir-là au dîner, n'osant pas croiser mon regard. Les investisseurs ont insisté. Sa réputation dans la technologie est précieuse. Elle a des contacts dont nous avons besoin. Ce qu'il n'a pas dit, ce que j'ai découvert plus tard auprès de notre directeur financier après trop de verre lors d'un happy hour de l'entreprise, c'est que Vanessa avait un levier des dossiers sur 2 membres du conseil d'administration de ses jours de consultante. Rien d'illégal, juste assez embarrassant pour motiver la coopération. Elle s'était positionnée parfaitement, et le conseil d'administration a cédé. La première réunion du personnel de Vanessa était un cours de maître en domination subtile. Elle est entrée vêtue d'un blazer couleur crème qui coûtait probablement plus cher que mes mensualités de voiture. Ses cheveux sombres étaient rejetés en arrière d'une manière qui criait une confiance décontractée. Elle a souri à tout le monde, chaleureuse et charmante. Puis ses yeux se sont posés sur moi. « Vous devez être la femme de Nathan », a-t-elle dit, tendant une main parfaitement manucurée. Pas Laura, pas la CTO, la femme de Nathan. J'ai serré sa main et j'ai senti le rejet délibéré dans sa prise, suffisamment ferme pour paraître professionnelle, suffisamment rapide pour montrer qu'elle ne me considérait pas comme valant son temps. Au cours des semaines suivantes, Vanessa a fait connaître sa présence. Elle a assisté à des réunions où elle n'avait pas sa place. Elle a interrompu mes explications techniques avec des suggestions bourrées de mots à la mode qui semblaient impressionnantes, mais ne voulaient rien dire. Elle souriait à Nathan après m'avoir contredite, et il hochait la tête pensivement comme si elle venait de découvrir le feu. Pire encore, elle a commencé à présenter des idées que j'ai reconnues, des concepts que j'avais esquissés dans des documents internes, des approches que j'avais mentionnées lors des réunions d'équipe. Elle les réemballait avec un langage tendance et les présentait comme ses propres innovations. Et Nathan ? Il n'a rien dit, il a juste détourné le regard chaque fois qu'elle me sapait. Comme si, en ignorant la situation, elle n'arrivait pas. J'ai commencé à remarquer d'autres choses aussi. La façon dont l'assistante de Nathan programmait des réunions avec Vanessa sans m'inclure, même lorsqu'elle discutait de systèmes que j'avais construits. La façon dont Nathan rentrait de plus en plus tard à la maison, toujours avec une excuse sur les appels aux investisseurs ou la préparation du conseil d'administration. La façon dont il vérifiait constamment son téléphone au dîner, souriant à des messages qu'il ne partageait pas. Il y a 3 mois, tout a atteint son paroxysme. Vanessa a lancé ce qu'elle a appelé sa refonte de sécurité révolutionnaire, une proposition flashy, bourrée de mots à la mode, qui avait l'air incroyable dans PowerPoint et qui aurait été une catastrophe dans la réalité. Le conseil d'administration a adoré, Nathan l'a défendu, et malgré mes avertissements explicites concernant les vulnérabilités architecturales, ils ont donné leur feu vert à la mise en œuvre. 2 semaines plus tard, nous avons failli subir une violation de données qui aurait exposé les informations de nos clients à 3 sociétés du Fortune 500. Les alarmes ont sonné à 2 heures du matin. J'ai reçu l'appel d'urgence. Pas Nathan, pas Vanessa, moi. Pendant 6 semaines d'affilée après cela, j'ai vécu au bureau. Les journées de 18 heures sont devenues ma normalité. J'ai reconstruit ce que Vanessa avait cassé ligne par ligne, réparant les vulnérabilités tout en maintenant simultanément les systèmes qui faisaient fonctionner l'entreprise. J'ai raté des dîners. J'ai manqué de sommeil. J'ai survécu au café froid et au genre d'épuisement qui fait mal aux os. Pendant ce temps, Nathan a assisté à des galas avec Vanessa. J'ai vu les photos sur l'Instagram de l'entreprise. Les 2 souriant à des ventes aux enchères caritatives, posant avec des célébrités technologiques locales, ressemblant à l'équipe de direction parfaite. Les légendes louaient leur leadership visionnaire. Mon nom n'a été mentionné qu'une seule fois. Quand j'ai finalement tout réparé, quand j'ai empêché la violation et reconstruit le cadre de sécurité pour qu'il soit plus fort qu'avant, j'ai attendu une reconnaissance. Un remerciement. Peut-être même un bonus pour avoir sauvé l'entreprise d'une catastrophe de plusieurs millions de dollars. Au lieu de cela, il y a eu le silence. Nathan est rentré tard un soir, sentant le parfum de Vanessa, ce parfum floral cher que j'avais commencé à associer à des nuits blanches et à une colère refoulée. Il a marmonné quelque chose à propos d'un dîner avec des investisseurs et s'est endormi sans me demander comment j'allais, sans remarquer les cernes sous mes yeux ou la façon dont mes mains tremblaient à cause de trop de caféine et de trop peu de repos. C'est là que j'ai commencé à me demander si j'étais encore une partenaire dans ce mariage et cette entreprise ou juste quelqu'un d'utile, un moyen pour arriver à une fin. Ce mardi matin a commencé comme n'importe quel autre. Nathan m'a embrassé pour me dire au revoir sans lever les yeux de son téléphone. Grosse réunion aujourd'hui, a-t-il murmuré, déjà à moitié sorti. J'ai supposé qu'il parlait de la discussion sur la fusion que nous avions préparée.
Je me suis habillé avec soin ce matin-là, blazer marine, chemisier blanc, mes talons préférés, la tenue qui me donnait l'impression d'être professionnelle et confiante. Je suis entré dans la salle de conférence en m'attendant à des résultats trimestriels, peut-être à une planification stratégique. Au lieu de cela, j'ai trouvé Nathan à la tribune avec Vanessa à ses côtés comme une co-conspiratrice. L'atmosphère était étrange immédiatement. Lourde. Chargée de quelque chose d'hostile. Mon assistante, Rachel, a croisé mon regard une fraction de seconde, puis a détourné les yeux rapidement. Trop vite. C'est là que j'ai su qu'il allait se passer quelque chose de mauvais. La voix de Nathan a transpercé la pièce comme une lame. Avant de discuter des résultats du 3e trimestre, je dois aborder une question de personnel. Et puis il m'a regardé directement. 200 paires d'yeux se sont tournés à l'unisson. J'ai senti mon estomac se contracter, cette sensation horrible de chute libre sans terre en vue. Je ne le savais pas encore, mais c'était le moment où tout allait changer. Le moment où j'allais cesser d'être invisible, le moment où j'allais cesser de les laisser m'effacer. Mais d'abord, je devais les laisser croire qu'ils avaient gagné. La voix de Nathan a résonné dans la salle de conférence avec une autorité rodée, chaque mot sonnant comme un coup de marteau. Il est venu à mon attention qu'un comportement non professionnel a créé un environnement de travail hostile dans notre division de développement. Il s'est arrêté pour faire de l'effet. La pièce a retenu son souffle. Laura, vous êtes suspendue de tous les projets jusqu'à ce que vous présentiez des excuses formelles à Vanessa. Le silence s'est brisé en une centaine de conversations chuchotées. Les têtes se sont tournées vers moi comme si j'étais un accusé en attente de sa sentence. La chaise de quelqu'un a crissé contre le sol. Un ordinateur portable s'est fermé avec un clic doux. La femme du marketing a même halté. Mon visage brûlait, mais pas de honte, d'une fureur si blanche et si chaude que je pouvais la sentir rayonner à travers ma peau. Je n'avais pas crié sur Vanessa. Je n'avais rien jeté ni fait de scène. Il y a 3 jours, lors d'une présentation client, elle s'était levée et avait revendiqué le mérite du modèle de cryptage adaptatif mon modèle astérisque, celui que j'avais passé 9 mois à développer et à documenter. Elle avait souri au client et avait dit, cette approche innovante est quelque chose que je suis en train de mettre au point. J'avais attendu la fin de la réunion, j'avais gardé une voix égale, j'avais simplement dit, en fait, c'est basé sur mon cadre de 2019. La documentation est horodatée. Nathan était juste là. Il avait vu le visage de Vanessa rougir. Il l'avait entendu tâtonner pour trouver une réponse, et au lieu de me soutenir, il m'avait fusillé du regard comme si j'avais commis un acte de trahison impardonnable. Comme si corriger l'histoire était d'une certaine manière pire que de voler un mérite. Maintenant, il me punissait publiquement devant 200 employés. Vanessa était assise au premier rang et examinait ses ongles manucurés avec un désintérêt étudié. Mais j'ai surpris la légère inflexion au coin de sa bouche. Elle appréciait ça. Elle l'avait probablement suggéré. Je voulais crier, me lever et dire à tout le monde exactement ce que Vanessa avait fait, ce que Nathan avait permis, comment j'avais été effacé et sapé pendant des mois alors que je maintenais cette entreprise à flot avec du code et de la caféine. Je voulais exiger qu'il regarde les horodatages, les journaux de commis, la preuve documentée de tout ce que j'avais construit. Mais je savais mieux. La politique d'entreprise a des règles. L'émotion vous fait paraître instable. La colère vous fait paraître non professionnel. Se défendre sur le moment fait de vous le méchant, pas la victime. La personne qui reste calme gagne. La personne qui contrôle le récit survit. Alors, j'ai fait quelque chose auquel Nathan ne s'attendait clairement pas. J'ai souri. Petit, contrôlé. Le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Très bien, un seul mot, propre, simple, final. Les chuchotements se sont arrêtés net. L'expression confiante de Nathan a vacillé. Juste pendant une seconde, la confusion a traversé son visage, suivie de quelque chose qui ressemblait presque à de l'irritation. Il voulait de la résistance. Il avait mis en scène toute cette performance en s'attendant à ce que je me dispute, que je me défende, que je lui donne une justification à l'humiliation. Je lui ai donné de l'obéissance à la place, la pire des espèces, celle qui n'offre aucune satisfaction. Le sourire de Vanessa a vacillé aussi. Elle a jeté un coup d'œil à Nathan, puis de nouveau à moi, ses yeux se rétrécissant légèrement. Elle s'attendait à des larmes, peut-être même à un débordement qu'elle pourrait utiliser comme munition supplémentaire. Je ne lui ai rien donné. Je me suis levé lentement, délibérément, et j'ai ramassé ma tablette sur la table.
Mes mains étaient fermes. Ma respiration était contrôlée. J'avais l'air de quelqu'un qui accepte une demande raisonnable, pas de quelqu'un dont le mari vient de la détruire publiquement devant toute l'entreprise. Puis je me suis dirigé vers la sortie. Mes talons ont claqué contre le sol de marbre à un rythme régulier. Chaque pas mesuré et délibéré, comme un métronome qui décompte jusqu'à quelque chose que personne d'entre eux ne peut encore voir. Derrière moi, les chuchotements ont repris, plus doucement maintenant, confus. Elle vient d'être d'accord? Elle ne se défend même pas. Peut-être qu'elle a vraiment fait quelque chose de mal. J'ai entendu le doux rire de Vanessa, haletant et triomphant. Le son a éraflé ma colonne vertébrale, mais je ne me suis pas retourné. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de savoir qu'elle m'avait touché. Les portes de la salle de conférence se sont fermées derrière moi avec un doux chuintement, coupant le bruit. Le couloir s'étendait devant moi, vide et stérile sous des néons qui bourdonnaient comme des insectes piégés. Laura, la voix de Rachel résonna derrière moi. Mon assistante, 26 ans, tranchante comme une lame, loyale à l'excès, trottinait pour me rattraper, son badge rebondissant contre sa poitrine. Laura, attends, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai continué à marcher, ma démarche ininterrompue. Responsabilité, dis-je, ma voix plate. Quoi? Ça ne. Laura, c'est insensé. Tu n'as rien fait de mal. Tout le monde connaît Vanessa. Pas ici, les jeux interrompus doucement, mais fermement. Rachel se tut, mais resta à mes côtés tandis que je traversais l'espace de travail ouvert. Les développeurs que j'avais embauchés et encadrés gardaient les yeux rivés sur leurs écrans. Les jeunes ingénieurs ont soudainement trouvé leur téléphone incroyablement intéressant. La femme qui m'avait demandé des conseils de carrière la semaine dernière fixait intensément son clavier comme s'il contenait les secrets de l'univers. Peur. C'est ce que je voyais. Ils avaient peur d'être associés à moi maintenant que j'avais été marqué. J'ai dépassé la salle de repos où quelqu'un faisait chauffer du poisson au micro-ondes, le signal universel que toutes les normes d'entreprise s'étaient effondrées. 2 stagiaires se tenaient près de la machine à café, me regardant passer avec de grands yeux, leur conversation s'éteignant en plein milieu. L'ascenseur a mis une éternité à arriver. Rachel se tenait à côté de moi, tripotant son badge d'identification, voulant clairement dire quelque chose mais ne sachant pas quoi. Lorsque les portes se sont finalement ouvertes, elle a saisi mon bras. Laura, tu ne peux pas simplement partir. Tu dois te battre. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle était assez jeune pour croire encore que l'équité comptait dans l'entreprise américaine, assez jeune pour penser que la vérité te protégerait. Je suis suspendu, dis-je doucement. Il n'y a rien à combattre pour l'instant. Mais Rachel, j'ai adouci ma voix, crois-moi, ce n'est pas fini. Les portes de l'ascenseur se sont fermées entre nous, et j'ai regardé son visage inquiet disparaître alors que je descendais. Je ne suis pas rentré chez moi. Ma voiture semblait se conduire toute seule à travers la circulation du centre-ville, se faufilant entre les camions de livraison et les taxis jusqu'à ce que j'atteigne un immeuble de bureau banal à 15 minutes de Winter Estate, le genre d'endroit qui abrite des comptables et des experts en sinistrés de petites sociétés de conseil dont personne n'a entendu parler. 3e étage, suite 304. La porte était gris uni avec du verre dépoli, étiqueté uniquement WEC, Winter Security Consulting. Nathan ne connaissait pas cet endroit. Je l'avais loué il y a 3 ans, j'avais enregistré l'entreprise discrètement et je lui avais dit que j'avais besoin d'un espace de travail privé pour des projets de loisirs. Il avait hoché la tête distraitement et était retourné à ses emails, sans jamais demander quels étaient ses projets. C'était là que je gardais tout ce qui comptait, des sauvegardes chiffrées de chaque système que j'avais jamais construit pour Winter Estate, chaque contrat, chaque email, chaque conversation documentée, 7 ans de preuves montrant que j'avais créé l'infrastructure qui avait donné à l'entreprise une valeur de 200 millions de dollars. Je me suis assise à mon bureau, j'ai démarré le serveur sécurisé et j'ai sorti l'accord d'exploitation d'origine, celui que Nathan avait signé lors de la constitution de la société il y a 7 ans. La plupart des gens ne lisent pas les documents juridiques. Ils parcourent les points saillants, font confiance à leurs avocats et signent là où on leur dit. Nathan ne faisait pas exception. Son avocat était son frère de fraternité de l'école de commerce, assez compétent, mais pas méticuleux. J'avais été méticuleuse. Section 12, sous-section D, clause de retournement de la propriété intellectuelle. Le langage était sec et technique, enfoui au milieu de la page 8. Il stipulait que si j'étais un jour licencié ou suspendu sans cause documentée et sans procédure d'arbitrage appropriée,
toute technologie exclusive que j'avais personnellement développée reviendrait immédiatement à ma propriété. L'entreprise conserverait une licence temporaire, mais serait tenue de négocier de nouvelles conditions dans les 30 jours. J'avais insisté sur cette clause, j'avais dit à Nathan que c'était une protection standard pour les fondateurs techniques au cas où l'entreprise serait un jour acquise ou subirait des changements hostiles au sein du conseil d'administration. Il avait haussé les épaules, m'avait embrassé et avait dit, « Tout ce qui te met à l'aise, chérie. Nous sommes dans le même bateau. Ensemble. » Bien sûr. J'ai ouvert mon calendrier. Aujourd'hui, c'était mardi. Cela donnait à Nathan jusqu'à minuit pour fournir une cause documentée de ma suspension par les voies appropriées. Il ne le ferait pas. Il ne le pouvait pas parce qu'il n'y avait pas de cause, juste l'ego blessé de Vanessa et sa lâcheté. À minuit, les griffes s'activeraient automatiquement. J'ai passé les 4 heures suivantes à travailler méthodiquement. Chaque système central que j'avais construit, les protocoles de sécurité, les bases de données clients, les cadres de chiffrement, les outils de gestion des accès, tout cela passait par des serveurs d'authentification que j'avais personnellement configurés. Je n'ai rien supprimé. Je n'ai corrompu aucune donnée. J'ai simplement transféré la propriété et les exigences d'authentification. Chaque système pointait désormais vers Winter Security Consulting LLC comme autorité de licence. À 18 h, j'ai programmé la révocation d'accès pour qu'elle se déclenche à minuit 1. Ensuite, j'ai fermé le bureau à clé, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à préparer le dîner. Nathan est arrivé à 21 h, la cravate dénouée, la veste jetée sur l'épaule. Il avait l'air fatigué mais satisfait, comme quelqu'un qui avait géré une tâche désagréable et pouvait enfin se détendre. Journée difficile, ai-je demandé, en remuant la sauce tomate sur la cuisinière. Il a embrassé mon front distraitement, sortant déjà son téléphone pour vérifier les messages. Le leadership est épuisant mais nécessaire. Quelqu'un doit prendre les décisions difficiles. Absolument, dis-je, gardant ma voix légère. La responsabilité est si importante. Il n'a pas saisi le tranchant sous mes mots, n'a pas remarqué la façon dont je le regardais, n'a pas vu le sourire que je cachais derrière la vapeur qui montait de la casserole. Nous avons dîné principalement en silence. Nathan faisait défiler les emails entre les bouchées. J'ai siroté du vin et j'ai pensé aux horodatage et au protocole d'accès et à la précision magnifique et terrible d'un code bien écrit. Cette nuit-là, il s'est endormi rapidement, un bras jeté sur ses yeux, ronflant doucement. Je suis resté éveillé, fixant le plafond, regardant les minutes défiler vers minuit sur le réveil. 23h47, 23h52. 23h58, à exactement minuit 1, quelque part dans une salle de serveur du centre-ville, des processus automatisés ont commencé à s'exécuter. Les jetons d'accès ont expiré. Les demandes d'authentification ont échoué. Système après système, les utilisateurs ont été poliment informés que leur licence n'était plus valide. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément. Pas parce que la vengeance était douce, mais parce que j'étais enfin complètement prête. Je me suis réveillé à 5h47 au son de mon téléphone vibrant contre la table de chevet comme un insecte piégé essayant de s'échapper. Nathan dormait toujours à côté de moi, un bras jeté sur l'oreiller, la bouche légèrement ouverte, paisible, inconscient. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai vu les notifications s'empiler comme un carambolage. 15 appels manqués, 23 SMS. Le nombre de notifications augmentait encore pendant que je regardais. Directeur technique David, système d'urgence en panne. Appelez immédiatement. Directeur informatique, tous les serveurs verrouillés. Que se passe-t-il? L'assistante de Nathan. Besoin de vous. Tout est cassé. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai posé face contre la table de chevet. Puis je me suis levé, j'ai marché à pas feutrés jusqu'à la cuisine et j'ai commencé à faire du café. Du vrai café, pas les ordures instantanées que Nathan préférait. J'ai moulu les grains lentement, écoutant le ronronnement mécanique, respirant l'odeur riche et sombre. La cafetière à piston a mis 4 minutes à infuser. J'ai compté chacune d'entre elles, regardant le ciel s'éclaircir à travers la fenêtre de la cuisine, passant du bleu foncé au gris pâle. À minuit 1, pendant que Nathan dormait profondément à côté de moi, chaque système de Winter STEC s'était éteint, pas planté, pas corrompu, juste verrouillé. Les badges de sécurité ont cessé de fonctionner. Les jetons d'accès ont expiré. Le portail des investisseurs que les clients consultaient quotidiennement pour les mises à jour de leur portefeuille affichait un seul message poli, licence astérisque invalide.
Veuillez contacter Winter Security Consulting LLC pour obtenir une autorisation. J'imagine la panique de l'équipe informatique de nuit, les appels frénétiques au superviseur, le superviseur appelant le directeur technique appelant Nathan, tous exécutant des diagnostics, redémarrant des serveurs, vérifiant les connexions réseau, faisant tout sauf comprendre le véritable problème. Ils avaient construit leur empire sur mes fondations. Maintenant, la fondation demandait un loyer. Mon téléphone a vibré à nouveau. J'ai ignoré et j'ai versé mon café, ajoutant de la crème jusqu'à ce qu'il prenne la teinte caramel exacte que j'aimais. La première gorgée était parfaite, chaude, douce, légèrement amère. Je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé la ville se réveiller. Des camions de livraison vrombissant. Des banlieusards matinaux se dépêchant vers le métro. Une femme promenant 3 petits chiens qui n'arrêtaient pas d'emmêler leurs laisses. Des gens normaux vivant des matins normaux. Aucun d'eux ne savait qu'à 15 pâtés de maison, une entreprise de 200 millions de dollars était en train d'étouffer tranquillement. À 6h30, mon téléphone avait reçu 42 appels. Je n'avais répondu à aucun d'entre eux. Nathan est entré en titubant dans la cuisine à 7h15, les cheveux dressés, portant le t-shirt Columbia miteux qu'il avait depuis l'école de commerce. Il a plissé les yeux vers moi, confus. « Tu es levé tôt. » Je n'arrivais pas à dormir, dis-je, ce qui était techniquement vrai. J'étais trop satisfaite pour dormir beaucoup après 5 heures. Il a attrapé son téléphone sur le chargeur, et son visage est immédiatement passé de somnol à alerte. Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est que ça? Son pouce a fait défiler rapidement. 37 appels manqués. J'ai siroté mon café et je n'ai rien dit. Il a composé un numéro, portant le téléphone à son oreille. David, qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir. Il s'est arrêté, écoutant. Son visage a parcouru la confusion, l'irritation, puis quelque chose de plus sombre. Qu'est-ce que tu veux dire par les systèmes sont verrouillés? Tous? Une autre pause. Ses yeux ont rencontré les miens à travers la cuisine. J'ai soutenu son regard calmement, la tasse de café levée à mes lèvres. Une sorte de problème de licence. Sa voix s'est légèrement élevée. Ça n'a aucun sens. Nous possédons. Il s'est arrêté. La prise de conscience commençait à poindre, lentement et terriblement. Je serai là dans 20 minutes. Que le service juridique s'en occupe maintenant. Il a raccroché et m'a regardé fixement. Tu étais au courant. Au courant de quoi, ai-je demandé innocemment. Les systèmes. Tout est en panne. Il y a une sorte d'erreur de licence, mais c'est impossible parce que nous possédons tout. Il s'est arrêté à nouveau, les pièces s'emboîtant enfin dans son cerveau privé de sommeil. Laura, qu'est-ce que tu as fait? J'ai posé ma tasse de café doucement. Je n'ai rien fait, Nathan. Les systèmes fonctionnent exactement comme prévu. Ils demandent juste une autorisation appropriée. De quoi parles-tu? Tu devrais probablement appeler Margaret, dis-je. Ton avocate. Cela semble être une question juridique. Sa mâchoire s'est serrée. Laura, si tu as saboté les systèmes de l'entreprise. Je n'ai rien saboté, l'ai-je interrompu, gardant ma voix calme. Je te suggère de vérifier l'accord d'exploitation. Section 12, sous-section D. La clause que tu as signée il y a 7 ans. Il m'a regardé fixement comme si je parlais une autre langue. Puis il s'est retourné et s'est dirigé vers la chambre, composant déjà un autre numéro. J'ai fini mon café dans la cuisine silencieuse, j'ai rincé la tasse et je me suis habillé, blazer bleu marine, chemisier blanc, la même tenue que celle que j'avais portée lors de l'humiliation d'hier. Mais aujourd'hui, cela semblait différent. Aujourd'hui, cela ressemblait à une armure. À 7h30, Nathan a appelé ma ligne personnelle. J'étais déjà dans ma voiture, assise dans la circulation sur l'autoroute, NPR marmonnant à la radio au sujet des négociations budgétaires du Congrès. J'ai laissé son appel aller à la messagerie vocale. Il a rappelé immédiatement. J'ai refusé. 3e appel, refusé. 4e appel, j'ai répondu, le mettant sur haut-parleur. Laura, sa voix était tendue, forcée, le ton d'un homme essayant très fort de rester calme. Qu'est-ce qui se passe? Les systèmes sont complètement en panne, dit-il. Il y a une sorte de problème de licence. Chaque jeton d'accès affiche qu'il a expiré. Dis-je sans m'engager. C'est étrange.
Ne joue pas avec moi. La communication crépitait. Répare ça maintenant. Je me suis inséré dans la voie de sortie, signalant prudemment. J'adorerais aider, Nathan, mais je suis suspendu, tu te souviens? Jusqu'à ce que je m'excuse auprès de Vanessa pour mon comportement non professionnel. Le silence à l'autre bout était si complet que j'ai cru qu'il avait raccroché. Puis, doucement, ce n'est pas drôle. Je suis tout à fait d'accord, dis-je. C'est en fait assez sérieux. Vous avez des clients qui ont besoin d'accéder à leur portefeuille, des employés qui ne peuvent pas franchir la sécurité, une date limite de fusion dans 3 semaines. C'est très, très sérieux. Laura. Tu devrais probablement appeler le service juridique, ai-je continué calmement. Margaret sera en mesure d'expliquer la situation mieux que moi. Passe une bonne journée, Nathan. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains étaient fermes sur le volant. Mon rythme cardiaque était calme, mesuré. C'était le pouvoir, et c'était comme respirer après être resté sous l'eau trop longtemps. Je suis arrivé à Winter Estate à 8 heures précises. Le hall d'entrée était un chaos absolu. Les tourniquets de sécurité étaient hors ligne, leurs petites lumières rouges clignotant comme des yeux en colère. Une foule d'employés était amassée près des ascenseurs, qui étaient apparemment verrouillés à certains étages. La réceptionniste, normalement polie et imperturbable, semblait au bord des larmes alors qu'elle enregistrait manuellement les gens sur une feuille de signature en papier, son écriture devenant de plus en plus tremblante. Laura Winters, dis-je lorsque j'ai atteint la réception, j'ai une réunion avec le service juridique. Elle m'a à peine jeté un coup d'œil, m'a juste fait signe de passer avec un « allez-y » agité. J'ai pris les escaliers. Les ascenseurs ne fonctionnaient apparemment que par intermittence, et je suis monté jusqu'à l'étage de la direction. Mes talons résonnaient dans la cage d'escalier en béton, de manière régulière et rythmique. L'étage de la direction était en quelque sorte pire. L'assistante de Nathan, Jennifer, était à son bureau, jonglant avec 3 téléphones, ses cheveux blonds normalement parfaits tombant de son chignon. Quand elle m'a vu, le soulagement a envahi son visage. Seigneur, Dieu merci. Il est dans son bureau. C'est vraiment grave. Je suis sûr que ça l'est, dis-je calmement. Je n'ai pas frappé. J'ai juste ouvert la porte et je suis entré. Nathan était derrière son bureau, toujours dans la chemise froissée d'hier, sans cravate. L'entourait David, le directeur technique, qui avait l'air pâle et épuisé, 2 directeurs informatiques que je reconnaissais mais dont je ne me souvenais pas des noms, tous les 2 tapant frénétiquement sur des ordinateurs portables, et Margaret Holloway, notre avocate principale, tenant un épais dossier et ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Ils avaient tous l'air d'avoir vieilli d'une décennie en une nuit. David avait des cernes sous les yeux qui suggéraient qu'il avait été debout toute la nuit. L'un des directeurs informatiques tremblait littéralement en tapant. Quand Nathan m'a vu, son visage a parcouru une séquence rapide d'émotions, confusion, colère, espoir désespéré, puis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il demandé. « Tu es suspendu. » J'ai posé mon sac sur la chaise près de la porte et j'ai gardé ma voix calme. Courtoisie professionnelle. Je suis ici en tant que fournisseur. Margaret l'a appelé. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers Margaret. Elle s'est avancée, tenant le dossier comme s'il contenait la preuve d'un meurtre. Nathan, nous avons un problème important, un problème très important. Je sais que nous avons un problème, a rétorqué Nathan. Les systèmes sont en panne. C'est pourquoi j'ai aussi besoin de Laura. La clause de retournement de la propriété intellectuelle de votre accord d'exploitation d'origine a été déclenchée, a interrompu Margaret. Sa voix était tendue, soigneusement contrôlée. À partir de minuit la nuit dernière. Nathan a cligné des yeux. Quelle clause ? J'ai souri légèrement. Section 12, sous-section D. Celle que tu as signée il y a 7 ans lors de la constitution de la société. Margaret a ouvert le dossier et a sorti un document, l'accord d'exploitation d'origine, couvert d'onglets adhésifs et de sections surlignées. À partir de minuit ce matin, Laura possède légalement tous les systèmes exclusifs qu'elle a personnellement développés, chaque protocole de sécurité, chaque cadre de chiffrement, chaque architecture de base de données. Sans son autorisation explicite, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Le sang a tellement quitté le visage de Nathan que j'ai cru qu'il allait réellement s'évanouir. C'est impossible, murmura-t-il. C'est notarié, dit Margaret.
Horodaté. Et selon 3 avocats différents que j'ai consultés à 6 heures ce matin, c'est totalement inattaquable. David et Mien sont étranglés. Tu es en train de dire que Laura possède toute notre infrastructure? Pas exactement, corrigea Margaret. Elle possède la propriété intellectuelle. L'entreprise a une licence temporaire qui a expiré lorsqu'elle a été suspendue sans motif documenté et sans procédure d'arbitrage appropriée. Nathan se tourna vers moi, la voix s'élevant. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est de l'extorsion. En fait, dis-je calmement, je n'ai rien fait. C'est vous qui l'avez fait lorsque vous m'avez suspendu publiquement sans motif, sans documentation et sans suivre la procédure d'arbitrage décrite dans l'accord d'exploitation. Margaret acquiesça. Elle a raison. La suspension a déclenché la clause automatiquement. Le visage de Nathan passa du blanc au rouge. Vous avez planifié ça. Je me suis préparé à ça, rectifiai-je. Il y a une différence. Ses mains tremblaient. Tremblaient vraiment. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Nous avons la fusion Caldwell dans 3 semaines. Nous avons des clients qui ont besoin d'accès. Nous avons. Je sais exactement ce que vous avez, interrompis-je. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? La pièce se tut. Même le responsable informatique arrêta de taper. Nathan regarda autour de lui désespérément, David, Margaret, l'équipe informatique. Personne ne venait à son secours. Personne n'avait de solution. Finalement, ses épaules s'affaissèrent. Qu'est-ce que vous voulez? Je pris mon sac et me dirigeai vers la table de conférence, m'installant sur une chaise comme si j'assistais à une réunion normale. Discutons des termes. Nathan se précipita en avant, ses mains claquant contre la table de conférence assez fort pour faire bouger les ordinateurs portables. Réparez ça maintenant. Je ne tressaillis pas, ne clignai pas des yeux, je le regardais juste avec la même expression calme que j'aurais donnée à un étranger qui me demande son chemin. Je serais heureuse d'aider, dis-je d'une voix égale. Mon tarif de consultante est de 15 000 $ par jour, plus un siège au conseil d'administration, une réintégration complète avec rappel de salaire et des excuses publiques reconnaissant ma contribution à l'entreprise. La pièce devint si silencieuse que j'entendais le système de ventilation bourdonner au-dessus de ma tête. Vous êtes folle, souffla Nathan, sa voix se situant entre l'incrédulité et la rage. Je suis cher, rectifiai-je. Il y a une différence. David, le directeur technique, s'éclaircit nerveusement la gorge. Il avait l'air d'être éveillé depuis 36 heures d'affilée, ce qui était probablement le cas. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, si nous ne réglons pas cela avant midi, nous manquons la date limite de la fusion Caldwell. C'est 40 millions de $ plus les pénalités pour rupture de contrat. Nous parlons d'une exposition totale de. Je sais ce que nous regardons, rétorqua Nathan, le coupant. Mais je pouvais le voir arriver. La lente et terrible réalisation se répandant sur son visage comme de l'encre et de l'eau. Il était acculé. Complètement, totalement acculé. Il se tourna vers moi, la mâchoire tellement serrée que j'entendis ses dents grincer. Très bien, tout ce que vous voulez. Réparez juste les systèmes. Je sortis mon téléphone, ouvris mon application de notes et commençai à taper. Pas tout à fait. Je veux aussi la démission de Vanessa. Immédiatement effective, escortée par la sécurité dans l'heure. Ses yeux s'écarquillèrent. Absolument pas. Je levai les yeux de mon téléphone, croisant directement son regard. Alors, je suppose que vous allez reconstruire toute votre infrastructure de sécurité à partir de 0. Cela ne devrait prendre que 3, peut-être 4 ans. En supposant que vous puissiez trouver quelqu'un avec mes compétences qui soit prêt à rétroconcevoir le tout sans documentation. Je fis une pause, laissant cela s'infiltrer. Bonne chance pour cette fusion, cependant. Nathan ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Il ressemblait à un poisson haletant sur la terre ferme. Un des responsables informatiques, le plus jeune avec l'habitude nerveuse de faire craquer ses jointures, prit la parole doucement. Elle a raison, monsieur. Sans la documentation source, nous repartirions de 0. Chaque intégration client, chaque protocole de sécurité, chaque... J'ai compris, interrompit sèchement Nathan. Margaret, qui s'était tenue à l'écart en regardant tout cet échange comme un arbitre lors d'un match de boxe, s'avança et se pencha près de l'oreille de Nathan. Elle murmura quelque chose que je ne pouvais pas entendre,
mais je vis son visage passer de la rage à quelque chose qui ressemblait plus au désespoir. Il se retira d'elle et s'affala dans son fauteuil, paraissant soudainement beaucoup plus âgé que ses 42 ans. « Que voulez-vous vraiment, Laura ?» Sa voix était calme maintenant, dépouillée de la bravade précédente, presque implorante. Je m'assis en face de lui, joignant mes mains sur la table. « Je veux ce que j'ai construit, pas un accord de licence, pas des honoraires de consultant, la propriété. Vous voulez l'entreprise ?» Il sembla vraiment choqué. « Juste la division technologique, clarifiai-je. Vous pouvez garder votre titre de PDG. Gardez votre bureau d'angle avec vue sur la ville. Continuez à faire ce que vous faites lors de ces galas d'investisseurs. Mais je possède les systèmes. J'obtiens 40% des parts de l'entreprise et je rends compte directement au conseil d'administration. Pas à vous, pas à qui que ce soit d'autre, juste au conseil d'administration. » Le silence qui suivit fut absolu. David avait l'air stupéfait, la bouche légèrement ouverte. Les responsables informatiques avaient cessé de faire semblant de travailler et se contentaient de fixer. Margaret avait sorti son ordinateur portable et tapait déjà, ses doigts volant sur les touches. Nathan me fixa comme s'il me voyait pour la première fois, comme si la femme assise en face de lui était une étrangère portant le visage de sa femme. « Vous avez planifié ça, murmura-t-il. Je me suis préparé à ça, rectifiai-je. Il y a une différence. Vous avez créé la situation. Je me suis simplement protégé. » Avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone de Margaret vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, fronça les sourcils et se dirigea vers la porte. « Excusez-moi un instant. » Elle ouvrit la porte et parla doucement à quelqu'un dans le couloir. Quand elle se retourna, son assistante, une jeune femme vive nommée Kimberly, la suivit, l'air agité et inquiète. « Madame, je suis désolé de vous interrompre, mais nous avons une autre situation. » La voix de Kimberly était tendue. « C'est urgent. » Margaret lui fit signe de continuer. « Vanessa Monroe a déposé une demande de brevet la semaine dernière. Elle est arrivée sur mon bureau ce matin pendant l'urgence du système. » Kimberly sortit sa tablette et la tendit à Margaret. Elle prétend avoir inventé la structure de sécurité adaptative. La pièce se tut complètement. Puis je ris. Je ris vraiment à haute voix. Pas un rire poli d'entreprise, mais un rire de surprise authentique qui résonna contre les murs de verre. Elle a fait quoi? Kimberly tourna la tablette vers moi. C'était là, clair comme le jour. Une demande de brevet déposée il y a 6 jours auprès de l'Office américain des brevets et des marques. Demandeur, Vanessa Monroe. Titre, Architecture de sécurité adaptative révolutionnaire avec réponse dynamique aux menaces. Mon architecture. Mais cette année de travail avec son nom dessus. Le visage de Nathan passa d'un gris épuisé à un blanc d'os. Vanessa ne ferait pas ça. Elle ne pourrait pas. Elle le ferait absolument, interrompit Margaret, sa voix tranchante alors qu'elle examinait le document. Et elle l'a fait. Cela constitue une fraude et un vol de propriété intellectuelle. Si cela avait abouti, l'entreprise ne posséderait rien. Vanessa posséderait tout. Je plongeai la main dans mon sac, celui que j'avais apporté spécialement pour ce moment, et sortis mon ordinateur portable. Je l'ouvris calmement, naviguai vers un dossier sécurisé et tournai l'écran vers Margaret. Heureusement, dis-je, j'ai des commis de code horodatés qui remontent à 7 ans. Chaque version, chaque itération, chaque décision de conception documentée est stockée dans plusieurs référentiels chiffrés. J'ai également des documents de conception, des fils de discussion par email, des notes de service interne et des notes de réunion. Tout cela est antérieur à l'implication de Vanessa 2. Je jetai un coup d'œil à la date de dépôt du brevet. Environ 6 ans et 11 mois. L'expression de Margaret passa de la panique à quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. Elle rapprocha l'ordinateur portable, faisant défiler la structure du répertoire. Vous avez tout documenté. Je suis minutieuse, dis-je simplement. David se pencha pour regarder l'écran. C'est tout l'historique du développement. Chaque branche, chaque fusion, chaque. Il me regarda avec un nouveau respect. Vous avez gardé une trace de tout. Je suis architecte système, dis-je. La documentation fait littéralement partie de ma description de poste. Nathan fixait toujours la demande de brevet sur la tablette de Kimberly. Ses mains tremblaient légèrement. Pourquoi ferait-elle ça? À quoi pensait-elle?
Elle pensait qu'elle pouvait voler mon travail et le vendre au plus offrant. Après son départ, dis-je froidement. Ou l'utiliser pour forcer l'entreprise à lui donner plus de parts. De toute façon, elle a vu une opportunité et l'a saisie. Margaret était déjà au téléphone. J'appelle un conseiller juridique externe. Nous devons déposer une contestation immédiate de cette demande de brevet et potentiellement engager des poursuites pénales. Attendez, dit Nathan d'une voix rauque. Des poursuites pénales contre Vanessa? Elle a commis une fraude, dit Margaret sans détour. Elle a déposé une fausse demande de brevet avec une propriété intellectuelle volée. C'est un crime fédéral, Nathan. Si nous ne le poursuivons pas agressivement, nous aurons l'air complices. Je regardais la réalité se poser sur lui. La femme qu'il avait défendue, la femme qu'il avait choisie plutôt que moi lors de réunion après réunion, venait d'essayer de voler l'actif le plus précieux de l'entreprise. Nathan me regarda, sa voix à peine audible. Que voulez-vous? Je me penchai en avant, soutenant son regard. La pleine propriété de la division technologique. 40% des parts de Winter Tech Solutions. Un siège au conseil d'administration avec droit de vote. Et Vanessa Monroe escortée hors de ce bâtiment par la sécurité dans l'heure. Sa lettre de démission signée et soumise avant son départ. Il ouvrit la bouche pour argumenter. Margaret le coupa avant qu'il ne puisse parler. Elle a tous les leviers, Nathan. Chaque système, chaque contrat client, chaque élément de l'infrastructure de sécurité dépend du travail de Laura. Le dépôt du brevet prouve que Vanessa savait exactement à quel point c'était précieux. Si Laura s'en va maintenant, nous ne faisons pas que faire face à l'effondrement de la fusion Caldwell. Nous faisons face à des poursuites pour rupture de contrat de tous les clients, à des enquêtes de la SEC et à une faillite potentielle dans les 60 jours. Nathan regarda autour de la pièce désespérément, David qui ne croisait pas son regard, les responsables informatiques qui s'intéressaient soudainement beaucoup à leurs chaussures, Margaret qui le regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Personne ne venait le secourir. Personne n'avait de meilleure solution. Finalement, ses épaules s'affaissèrent. Il parut plus petit, en quelque sorte diminué. Très bien, dit-il doucement. Margaret tapait déjà. Je ferai rédiger les documents dans l'heure, transfert complet de la propriété de la division technologique, restructuration des capitaux propres, nomination au conseil d'administration et accord de séparation pour Vanessa Monroe. Je me levai, lissant mon blazer. Je serai dans la salle de conférence C, à attendre. Je pris mon sac et me dirigeai vers la porte. Derrière moi, j'entendis Nathan dire doucement, « Je vous ai sous-estimé. » Je ne me retournai pas, mais je souris parce qu'il avait raison. Il m'avait sous-estimé. Ils l'avaient tous fait, et maintenant ils allaient passer les prochaines années à vivre avec les conséquences. Je tirai la porte et sortis dans le couloir où les employés étaient regroupés en groupes nerveux, chuchotant au sujet de la panne du système. Quand ils me virent, la conversation s'arrêta. Je passai devant eux la tête haute, les talons claquant contre le carrelage, et me dirigeai vers la salle de conférence où j'attendrais les documents qui allaient tout changer. La dernière chose que j'entendis avant que les portes de l'ascenseur ne se ferment fut quelqu'un qui chuchotait, « C'est Laura? Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Je croyais qu'elle était suspendue. L'ascenseur descendit en douceur, et je regardai les numéros des étages défiler. Rez-de-chaussée en approche. Une nouvelle fondation en cours de pose. La salle de conférence C avait des bails vitrés donnant sur la rue en contrebas. Je me tins là à regarder la ville bouger. Des taxis klaxonnant. Des piétons se précipitant devant les camions de restauration. Un coursier à vélo se faufilant dans la circulation avec une confiance imprudente. Des gens normaux vivant des vies normales. Aucun d'eux ne savait que 12 étages au-dessus d'eux, une entreprise était chirurgicalement démantelée et reconstruite. Mon téléphone vibra. Un SMS de Margaret. Document prêt dans 30 minutes. Nathan signe maintenant. Je répondis, bien. Puis j'attendis. À 10h47, Rachel apparut dans l'encadrement de la porte, légèrement essoufflée. La sécurité de Laura vient de monter à l'étage de la direction. Il se dirige vers le bureau de Vanessa. Je me détournai déjà de la fenêtre. Margaret ne perdit pas de temps. Les yeux de Rachel brillaient d'une lueur qui ressemblait à de la vengeance. La moitié de l'étage regarde. C'est comme une marche de la honte. Je n'aurais pas dû aller regarder. C'était mesquin, inutile. J'y suis allé quand même.
Au moment où j'atteignis l'espace de travail ouvert à l'étage de la direction, une petite foule s'était rassemblée. Des gens faisant semblant d'être au coin café ou à l'imprimante, mais en réalité, ils regardaient la scène se dérouler devant le bureau d'angle de Vanessa. À travers les murs de verre, je pouvais voir Vanessa debout derrière son bureau face à 2 agents de sécurité et à Margaret. Ses cheveux noirs parfaitement coiffés étaient toujours parfaits. Son blazer crème toujours impeccable, mais son visage était tordu par la rage. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je pouvais lire son langage corporel, les bras croisés de manière défensive, le menton relevé, la posture de quelqu'un qui refusait de croire qu'il avait perdu. Margaret restait calme, tenant un dossier et parlant d'un ton mesuré. L'un des agents de sécurité, un homme plus âgé nommé Tom, qui travaillait ici depuis que l'entreprise comptait 15 employés, se tenait les mains jointes devant lui, l'expression soigneusement neutre. La voix de Vanessa s'éleva soudainement assez fort pour pénétrer le verre. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai un contrat. » La réponse de Margaret fut plus calme, mais je la vis ouvrir le dossier et pointer quelque chose sur la page. « Votre contrat comprend une clause de moralité concernant la conduite frauduleuse. » Je savais ce qu'elle disait parce que nous en avions discuté dans la salle de conférence plus tôt. Déposer une fausse demande de brevet revendiquant la propriété intellectuelle que vous n'avez pas créée est considéré comme une fraude. Vous êtes licencié pour faute avec effet immédiat. Les yeux de Vanessa balayèrent la pièce au-delà du verre, à la recherche d'alliés, de témoins, de quiconque pourrait la soutenir. Son regard se fixa sur le mien. Nous nous regardâmes à travers l'espace de travail ouvert. 30 pieds d'espace et cette année de ressentiment entre nous. Pendant un long moment, aucune de nous ne bougea. Puis elle articula quelque chose. 2 mots, tranchants et délibérés. Je ne pouvais pas tout à fait les distinguer. Peut-être sale sorcière. Peut-être quelque chose de pire. Mais le sens était assez clair. Je ne réagis pas. Ne souris pas. Ne froncez pas les sourcils. Je la regardais juste avec la même expression calme que j'avais donnée à Nathan plus tôt. Elle m'avait sous-estimé, tout comme lui. L'un des agents de sécurité fit un geste vers une boîte en carton sur son bureau. Le symbole universel du licenciement d'entreprise. Vanessa hésita, puis prit quelques objets. Un cadre photo, une tasse à café de marque, un porte-documents en cuir. Elle ne fit pas ses bagages lentement ou de manière dramatique. Elle bougea avec une efficacité tranchante et colérique, jetant les choses dans la boîte sans se soucier de ce qui se cassait ou se pliait. À 11h03, elle marchait vers les ascenseurs, flanquée par la sécurité, portant la boîte contre sa poitrine comme un bouclier. La foule s'écarta pour la laisser passer. Personne ne parla. Personne ne croisa son regard. Quand elle me dépassa, elle s'arrêta. Juste une seconde. Ce n'est pas fini, dit-elle doucement, sa voix assez basse pour que je sois la seule à entendre. Je la regardai fixement. Si, c'est fini. Les agents de sécurité la poussèrent doucement vers l'avant, et elle se dirigea vers l'ascenseur sans se retourner. Les portes se fermèrent. Elle était partie. La foule se dispersa rapidement après cela. Des gens retournant en courant à leur bureau avec des chuchotements précipités et des regards obliques. J'entendis des fragments de conversation. Avez-vous vu son visage? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai entendu dire qu'elle avait essayé de voler des secrets d'entreprise. Rachel apparut à mon coude. C'était intense. C'était nécessaire, rectifiai-je. Elle acquiesça lentement. Les gens ont peur maintenant. Ils se demandent ce qui va changer d'autre. Tout, dis-je. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. À 14h, mon ordinateur portable émit un signal sonore avec une notification par email à l'échelle de l'entreprise. J'étais dans mon nouveau bureau. Il m'avait transféré dans l'une des suites de direction vacantes moins d'1 heure après la signature des documents, et je vis l'email apparaître sur les écrans à travers l'espace de travail ouvert à travers mon mur de verre de Nathan Winters. Objet, annonce de l'équipe de direction à compter immédiatement. Laura Winters est promue directrice de la technologie et membre du conseil d'administration. Sa contribution à cette entreprise a été inestimable, et nous lui sommes reconnaissants de son leadership continu dans l'avancement de notre mission. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter Laura pour cette reconnaissance bien méritée. Cordialement, Nathan, je l'ai lu 3 fois, j'ai étudié chaque choix de mots, chaque omission prudente, aucune mention de la suspension, aucune reconnaissance de l'humiliation publique d'hier, aucune excuse pour m'avoir effacé du récit de l'entreprise pendant des années.
Juste du baratin d'entreprise, poli et aseptisé. Mais je n'avais pas besoin de ces excuses. J'avais quelque chose de mieux, le pouvoir, l'équité et un siège à la table où les décisions étaient prises. Ma boîte de réception a immédiatement été inondée de réponses, des félicitations de collègues, des questions de chefs de service, des demandes de réunion de personnes qui avaient à peine reconnu mon existence il y a une semaine. J'ai répondu aux plus importantes et ignoré le reste. Rachel a frappé à ma porte ouverte, les yeux écarquillés. C'est officiel alors? Tu es vraiment au conseil d'administration? Je suis vraiment au conseil d'administration, ai-je confirmé. Elle est entrée et a fermé la porte derrière elle. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Depuis combien de temps planifies-tu ça? J'ai réfléchi à la question. Je ne le planifiais pas. Je me protégeais. Il y a une différence. Elle s'est quand même assise en face de moi. Tu savais exactement quoi faire quand il t'a suspendu. Tu avais cette clause prête. Tu avais de la documentation qui remontait à des années. Ce n'est pas juste de la protection. C'est de la stratégie. J'ai souri faiblement. Appelons ça de la stratégie défensive. Elle a ri. Peu importe comment tu l'appelles, la moitié de l'entreprise a peur de toi maintenant. Bien, ai-je dit. La peur engendre le respect. Finalement, ce vendredi-là, j'ai assisté à ma première réunion du conseil d'administration. La salle de conférence était au dernier étage, des fenêtres donnant sur la ville, une table massive en acajou qui coûtait probablement plus que ma première voiture, des chaises en cuir qui murmuraient richesse et pouvoir. Nathan était assis en bout de table, comme toujours. Mais quelque chose était différent. Ses épaules étaient plus tendues. Son sourire était forcé. La confiance facile qui remplissait habituellement la pièce comme une eau de Cologne coûteuse avait disparu. Je me suis assise 3 sièges plus loin, sur le côté gauche. Margaret s'est assise à côté de moi, son ordinateur portable ouvert et prêt. Les autres membres du conseil d'administration sont arrivés au compte-gouttes. Robert Chin, le capital risqueur qui avait mené notre série B. Sandra Ellis, une vétéran de l'industrie technologique avec 30 ans d'expérience. Michael Torres, notre directeur financier, et 2 autres que j'ai reconnus mais avec lesquels je n'avais pas travaillé directement. Nathan a commencé la réunion avec les remarques d'ouverture standard, mais sa voix manquait de conviction. Il a légèrement buté sur les points à l'ordre du jour, a dû vérifier ses notes 2 fois, n'arrêtait pas de s'éclaircir la gorge. Lorsqu'il est arrivé à la discussion sur la fusion avec Caldwell, il a gaffé sur les projections, mélangeant les prévisions de revenus et les échéances de l'audit de sécurité. Sandra a froncé les sourcils. Nathan, peux-tu clarifier le calendrier d'intégration de la sécurité? L'acheteur a besoin de l'assurance que je peux m'en occuper, ai-je dit calmement, en ouvrant ma tablette. Tout le monde s'est tourné vers moi. J'ai affiché la documentation mise à jour sur l'assurance de la sécurité, le travail que j'avais accompli après avoir reconstruit le désastre de Vanessa, et je les ai guidés à travers le calendrier d'intégration, les protocoles de redondance, les résultats de l'audit par un tiers. La pièce était silencieuse, à l'exception de ma voix. Quand j'ai terminé, Robert s'est penché en avant. C'est un excellent travail, Laura. Complet, détaillé, exactement ce dont nous avons besoin. Il a jeté un coup d'œil à Nathan, puis de nouveau vers moi. Pourquoi n'avons-nous pas entendu parler davantage de vous lors de ces réunions auparavant? J'ai croisé son regard calmement. Bonne question. Nathan s'est agité inconfortablement. L'expression de Sandra était soigneusement neutre, mais j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux, un nouveau calcul en cours. La réunion a continué. Le conseil d'administration a approuvé la fusion à l'unanimité. Lorsque Nathan a demandé la levée de la séance, les gens ont ramassé leurs affaires rapidement, clairement prêts à échapper à l'attention. Robert m'a rattrapé à la porte. Laura, avez-vous une minute? Nous sommes entrés dans une alcôve de couloir vide. Je veux vous présenter mes excuses, a-t-il dit doucement. Nous aurions dû vous nommer administratrice il y a des années. Nathan protégeait la structure de leadership. Il voulait maintenir une certaine image. Il a marqué une pause. Nous l'avons laissé faire. Vous l'avez fait, ai-je acquiescé. Il a eu la grâce d'avoir l'air mal à l'aise. C'était une erreur. Vous portez cette entreprise techniquement depuis longtemps. Oui, ai-je dit simplement. Je l'ai fait. Cela ne se reproduira plus, a-t-il dit.
vous avez ma parole. J'ai hoché la tête. J'apprécie ça. Il a souri légèrement. Pour ce que ça vaut, vous avez foutu une peur bleue à Nathan cette semaine. Cette clause était brillante. Elle était nécessaire, ai-je corrigé. Encore mieux, a-t-il dit. Ce soir-là, Nathan est rentré à la maison après 21h. J'étais sur le canapé dans notre appartement en train de revoir les contrats avec les fournisseurs pour un nouveau projet, un verre de vin rouge sur la table d'appoint. Je m'étais changé en vêtements confortables, un pantalon de yoga et un vieux sweatshirt d'université, mais je travaillais toujours. Il est resté un long moment dans l'embrasure de la porte, juste à me regarder. Contente maintenant, a-t-il fini par demander, sa voix lourde d'amertume. J'ai levé les yeux du contrat. Je suis satisfaite. Il y a une différence. Il s'est dirigé vers le fauteuil en face de moi et s'est assis lourdement, en desserrant sa cravate. Il avait l'air épuisé, vaincu. Je t'ai sous-estimé, a-t-il dit doucement. Oui, ai-je dit simplement. Tu l'as fait. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. La ville bourdonnait derrière nos fenêtres. Une sirène a hurlé quelque part au loin. C'est comme ça que ça va se passer maintenant, a-t-il demandé. Toi aux réunions du conseil d'administration? Moi? Quoi? Relevant de toi. Tu rends des comptes au conseil d'administration, ai-je dit. Comme toujours. Je fais juste partie de ce conseil d'administration maintenant. Ce n'est pas ce que je veux dire. J'ai mis le contrat de côté. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Nathan? Il a passé ses mains dans ses cheveux. Je veux dire nous. Ce mariage. Reste-t-il quelque chose? J'ai pris une gorgée de vin, réfléchissant attentivement à ma réponse. Ça dépend, ai-je fini par dire. Peux-tu me traiter comme une partenaire au lieu d'une employée? Il est resté silencieux pendant longtemps. Les secondes se sont étirées en minutes. Finalement, il a dit, je ne sais pas. J'ai hoché la tête lentement. Alors nous n'avons plus rien à discuter. Il s'est levé, s'est dirigé vers la chambre et a fermé la porte derrière lui. Je suis resté sur le canapé, fixant les lumières de la ville qui clignotaient dans l'obscurité. Quelque chose entre nous s'était brisé, quelque chose de fondamental et d'irréparable. Et pour la première fois en 7 ans, j'étais parfaitement d'accord avec ça. La porte de la chambre est restée fermée cette nuit-là, et la nuit suivante, et celle d'après. Nathan a emménagé dans la chambre d'amis sans discussion, ne prenant que son oreiller et un change de vêtements. Nous nous sommes croisés le matin comme des colocataires qui avaient signé un bail ensemble par accident, polis, distants, faisant attention à ne pas se regarder trop longtemps dans les yeux. Je me disais que c'était temporaire, que nous avions besoin d'espace, que peut-être après un certain temps, nous pourrions trouver un moyen d'exister à nouveau dans la même maison. Mais 2 semaines plus tard, je savais la vérité. Nous vivions déjà des vies séparées. Nous n'avions juste pas encore officialisé la situation. Un mardi matin, exactement 16 jours après avoir pris mon siège au conseil d'administration, j'ai appelé Diana Frost. Diana était une avocate spécialisée dans les divorces qui m'avait été recommandée par Margaret. Si jamais tu as besoin de démêler un mariage compliqué, avait dit Margaret avec précaution, c'est la meilleure. Discrète, stratégique, et elle ne perd pas. Le bureau de Diana se trouvait dans une tour élégante du centre-ville, tout en verre et en acier, avec des meubles minimalistes qui coûtaient plus qu'ils n'y paraissaient. Elle avait la cinquantaine, avec des cheveux poivre et sel coupés au carré et des lunettes qui lui donnaient l'air d'une bibliothécaire qui se faisait passer pour une tueuse en entreprise. Dites-moi ce dont vous avez besoin, a-t-elle dit après que nous ayons échangé des politesses et qu'elle nous ait servi du café à partir d'une cafetière à piston d'allure coûteuse. Je vais vous l'exposer simplement. Je veux divorcer. Mon mari et moi possédons une entreprise technologique. J'ai 40% des parts. Il est le PDG. Je suis la directrice de la technologie et administratrice. C'est compliqué, mais je veux que ce soit propre. Diana a pris des notes sur un bloc-notes juridique, son écriture étant précise et angulaire. À quel point compliqué? Nous avons créé l'entreprise ensemble il y a 7 ans. J'ai construit toute la technologie propriétaire. Il s'est occupé du développement commercial. Récemment, les choses se sont détériorées. Il m'a humilié publiquement, m'a suspendu sans motif, et j'ai dû utiliser une clause de retour de propriété intellectuelle pour récupérer mon poste. Diana a levé les yeux brusquement.
Vous avez une clause de retour de propriété intellectuelle dans votre accord d'exploitation? Oui. Et elle a tenu complètement. Elle a souri, le genre de sourire qu'un joueur d'échecs donne lorsqu'il réalise que son adversaire vient de commettre une erreur fatale. Alors vous avez un levier important. Il ne peut pas vous évincer. Il ne peut pas vous racheter sans votre consentement. Vous possédez les fondations sur lesquelles l'entreprise est construite. Je sais, ai-je dit, mais je ne veux pas le détruire. Je veux juste ce qui est juste. Diana a posé son stylo. Juste et exactement ce que nous obtiendrons. Mais Laura, d'après mon expérience, juste ressemble souvent à une victoire pour la personne qui a été sous-estimée trop longtemps. Êtes-vous prête à ça? J'y ai pensé, au visage de Nathan quand il avait réalisé ce que j'avais fait, à Vanessa escortée par la sécurité, à être assise à la table du conseil d'administration et à être enfin entendue. Oui, ai-je dit. Je suis prête. Nathan a reçu les papiers du divorce un jeudi. J'étais dans mon bureau en train de revoir les contrats avec les fournisseurs lorsque Rachel m'a appelé. Nathan est là. Il n'a pas de rendez-vous, mais il demande à vous voir. J'ai jeté un coup d'œil à mon agenda. J'avais 20 minutes avant ma prochaine réunion. Faites-le entrer. Nathan a franchi la porte, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Sa cravate était défaite, sa chemise froissée, ses yeux rougis. Il a fermé la porte derrière lui avec précaution, comme s'il avait peur qu'elle ne se brise. Laura, sa voix était rauque. S'il te plaît, pouvons-nous en parler? J'ai fait un geste vers la chaise en face de mon bureau. Assieds-toi. Il s'est assis, et soudain, il a semblé plus petit que je ne l'avais jamais vu, diminuer. Le PDG confiant qui commandait les salles de réunion et charmait les investisseurs avait disparu, remplacé par quelqu'un qui avait l'air perdu. Je sais que j'ai foiré, a-t-il dit doucement, la réunion, Vanessa, tout ça. Mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons suivre une thérapie. Je peux changer. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai croisé mes mains sur mon bureau. Nathan, je ne fais pas ça pour te punir. Alors pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu as cessé de me voir comme ton égal. Tu as cessé de me présenter comme ta partenaire et tu as commencé à me traiter comme une employée que tu pouvais discipliner quand je ne répondais pas à tes attentes. Il a tressailli. Je n'ai jamais voulu. Peu importe ce que tu as voulu, ai-je interrompu doucement. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait. Pendant des années, tu as laissé Vanessa me dénigrer. Tu es resté les bras croisés pendant que les investisseurs m'ignoraient. Tu t'es attribué le mérite du travail que j'ai fait et tu as agi comme si mes contributions étaient juste attendues, comme si j'étais censé construire l'infrastructure pendant que tu récoltais les honneurs. Je ne voyais pas les choses comme ça. Je sais, ai-je dit. C'est le problème. Il est resté silencieux pendant un long moment, fixant ses mains. Qu'est-ce que tu veux de moi? Une séparation propre, ai-je dit. Tu gardes le titre de PDG. Je garde mes parts et le contrôle total de la division technologique. Nous restons copropriétaires, mais nous travaillons indépendamment. Nous n'avons pas à être ennemis, Nathan. Nous ne pouvons juste plus être mariés. Sa voix était à peine un murmure. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour te faire changer d'avis? J'ai réfléchi à cette question. Vraiment réfléchi. Peux-tu honnêtement me dire que tu me vois comme ton égal, ai-je demandé. Pas comme ta femme, pas comme la personne qui a construit la technologie. Comme ton égal à tous les points de vue. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a détourné le regard. C'était une réponse suffisante. Je ne le pensais pas, ai-je dit doucement. Il s'est levé lentement, comme si ses articulations lui faisaient mal. Je demanderai à mon avocat de contacter Diana. Merci. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté, la main sur la poignée. Pour ce que ça vaut, je t'ai vraiment aimé. Je sais, ai-je dit. Mais l'amour ne suffit pas quand il n'y a pas de respect. Il est parti sans dire un mot de plus. Le divorce a été prononcé 3 mois plus tard. C'était étonnamment à l'amiable, étant donné qu'il s'agissait d'un divorce portant sur des biens importants. Nathan ne s'est pas battu contre moi sur le partage des parts ou le contrôle de la division technologique. Il n'a pas fait traîner les choses avec des motions et des contre-motions interminables. Diana soupçonnait qu'il savait qu'il ne pouvait pas gagner. Il est assez intelligent pour reconnaître quand il est surpassé, a-t-elle dit lors d'une de nos dernières réunions. Et honnêtement,
Je pense qu'une partie de lui sait que vous avez raison. Cela facilite les choses. Nous avons divisé nos biens avec une précision chirurgicale. J'ai gardé l'appartement du centre-ville, le 2 pièces avec le balcon donnant sur la ville que j'avais toujours aimé. Nathan a gardé la maison en banlieue, la maison coloniale de 4 chambres avec le jardin et le garage dont il avait insisté pour que nous ayons besoin pour l'avenir. Nous avons vendu la propriété de vacances dans le Vermont, la cabane que nous avions achetée il y a 3 ans avec le rêve d'escapades de week-end qui ne se sont jamais produites parce que Nathan était toujours trop occupé avec les réunions d'investisseurs. Nous avons partagé le produit à parts égales. Les comptes de retraite, les portefeuilles d'investissement, la collection d'art, tout a été divisé avec une équité mathématique. Le jour où nous avons signé les papiers définitifs, nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence au bureau de Diana. L'avocat de Nathan était là aussi, un homme discret nommé Steven, qui se contentait surtout de revoir les documents et d'hocher la tête. Le notaire nous a guidés à travers les signatures, sa voix professionnellement neutre. Signé ici, paraphé ici, daté ici. 23 pages de jargon juridique, réduisant 7 ans de mariage à des puces et des divisions d'actifs. Quand ce fut terminé, Nathan m'a regardé à travers la table de conférence polie. Ses yeux étaient tristes mais clairs. Je t'ai vraiment aimé, tu sais. J'ai croisé son regard. Je sais, mais l'amour ne suffit pas quand il n'y a pas de respect. Il a hoché la tête lentement, la compréhension s'installant enfin dans son expression. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour m'en rendre compte. Moi aussi. Nous nous sommes serrés la main, formellement et définitivement. Le notaire en a été témoin comme s'il s'agissait d'une simple transaction commerciale, et peut-être que c'était tout ce que c'était désormais. Le premier mois après le divorce a été étrange. J'avais vécu avec Nathan pendant 7 ans, d'abord dans l'appartement exigu de Brooklyn, puis dans des endroits de plus en plus agréables au fur et à mesure que l'entreprise grandissait. Je m'étais habitué au bruit de ses mouvements dans notre espace, à la façon dont il laissait des tasses à café sur le comptoir, au rythme particulier de sa respiration quand il dormait. Rentrer à la maison dans le silence était déroutant au début, mais lentement j'ai commencé à reprendre possession de l'espace. J'ai réaménagé les meubles, en éloignant le canapé du mur pour qu'il soit tourné vers les fenêtres au lieu de la télévision. J'ai peint les murs de la chambre dans un bleu-gris doux que Nathan avait toujours refusé, le jugeant trop froid. J'ai accroché des œuvres d'art que j'avais achetées il y a des années mais jamais exposées parce qu'il les avait qualifiées de trop abstraites ou de trop modernes. J'ai acheté de nouveaux draps, du lin blanc doux qui donnait l'impression de dormir dans un nuage. J'ai remplacé ces lourds rideaux occultants par des voilages qui laissaient filtrer la lumière du matin. Petit à petit, l'appartement a cessé de ressembler à notre espace et a commencé à ressembler à mon espace. Au travail, je me suis lancé à corps perdu dans la direction de la division technologique avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai embauché 3 nouveaux développeurs principaux. J'ai lancé 2 projets qui étaient bloqués en comité depuis des mois. J'ai réorganisé la structure de l'équipe pour récompenser l'innovation plutôt que l'ancienneté. Les employés qui m'évitaient autrefois dans les couloirs s'arrêtaient maintenant pour poser des questions, pour présenter des idées, pour me demander mon avis sur les décisions. Rachel est devenue mon bras droit, gérant les horaires et les priorités avec une efficacité farouche. « Vous êtes différente maintenant » a-t-elle dit un après-midi alors que nous revoyions les calendriers des projets. Plus. Je ne sais pas présente. Je ne porte pas autant de poids. C'est le divorce, entre autres. Elle a acquiescé, pour ce que ça vaut, je pense que vous avez pris la bonne décision. Vous semblez plus heureuse. J'y ai réfléchi. Je pense que je le suis. Un soir, environ 6 semaines après la finalisation du divorce, je me suis tenu sur mon balcon avec un verre de vin, en regardant le soleil se coucher sur la ville. Le ciel était peint dans des tons d'orange et de rose, les bâtiments se découpant sur la lumière déclinante. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois depuis que Nathan et moi nous étions mariés, je me suis sentie légère. Pas heureuse exactement, pas encore, mais légère, libre, comme si j'avais porté un poids si longtemps que j'avais oublié qu'il était là. Et maintenant, quelqu'un l'avait enlevé de mes épaules. J'étais seule, mais je n'étais pas solitaire. J'étais entière. Et ça, j'ai réalisé, valait plus que n'importe quel certificat de mariage. Le balcon est devenu mon espace de réflexion. Chaque soir après le travail, je m'y tenais avec un verre de vin ou une tasse de thé, en regardant la ville passer du jour à la nuit. Les immeubles de bureaux s'illuminaient un à un comme des étoiles apparaissant dans un ciel urbain. Je regardais les schémas de circulation changer,
le chaos de l'heure de pointe cédant la place au rythme plus tranquille de la soirée. C'est au cours d'un de ces moments, environ 6 mois après la finalisation du divorce, que j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé. Je ne faisais plus que survivre. Je construisais. La division technologique était devenue le joyau de la couronne de WinterES Solutions. Au cours des 6 mois qui s'étaient écoulés depuis que j'avais pris le contrôle total, nous étions passés de 32 employés à 57. J'avais embauché de manière agressive, pas les candidats surdiplômés que les RH poussaient habituellement, mais de jeunes développeurs affamés avec des antécédents non conventionnels, le gamin qui avait appris à coder au lycée et ne s'était jamais soucié de l'université, la femme qui avait quitté un programme de doctorat parce qu'elle voulait construire des choses au lieu de théoriser à leur sujet, l'ancien développeur de jeux qui voyait les vulnérabilités de sécurité comme les maîtres. D'échecs voit les échecs et mate 3 coups à l'avance. Ils étaient brillants, ambitieux, et ils me faisaient confiance d'une manière dont ils n'avaient jamais fait confiance à Nathan. Nous avons lancé 2 nouveaux produits ce trimestre-là. Le premier était un système de détection des menaces basé sur l'IA qui apprenait des schémas d'attaque en temps réel, s'adaptant plus rapidement que tout protocole de sécurité manuel. Nous l'avons appelé Sentinel Watch. 2 semaines après le lancement, nous avions 12 entreprises clientes inscrites, dont 2 entreprises du Fortune 100. Le deuxième était une plateforme de vérification des données basée sur la blockchain qui rendait pratiquement impossible la falsification des pistes d'audit, parfait pour les services financiers, les soins de santé, toute industrie où l'intégrité des données était essentielle. Nous l'avons appelé Chainproof. Les 2 produits ont été des succès immédiats. Les publications spécialisées ont publié des articles de fond. Les analystes du secteur ont revu à la hausse les notes de notre entreprise. Les clients qui étaient tièdes ont soudainement voulu des réunions. Lors de la réunion du conseil d'administration suivante, Robert s'est penché en arrière sur sa chaise et a dit « Laura, votre division porte cette entreprise. Nous devons parler d'expansion. » J'attendais ça. J'ai affiché une présentation que j'avais préparée. J'ai quelques idées. Pendant les 20 minutes suivantes, je leur ai présenté ma vision, ouvrir un bureau sur la côte ouest, embaucher des équipes spécialisées pour différents secteurs verticaux, potentiellement acquérir une petite entreprise de sécurité pour étendre nos capacités. Les membres du conseil d'administration ont écouté attentivement, ont posé des questions intelligentes, ont hoché la tête au bon moment. Nathan était assis à l'extrémité de la table, silencieux. Son titre de PDG semblait de plus en plus honorifique. Il gérait toujours les opérations quotidiennes, les questions de RH, la gestion des installations, les négociations avec les fournisseurs, mais c'était moi qui stimulais la croissance. C'était moi qui apportais de nouveaux revenus. C'était un renversement complet de notre dynamique initiale, et ni l'un ni l'autre n'avions tout à fait anticipé à quel point ce serait étrange. Après la réunion, Sandra m'a pris à part. C'était impressionnant. Vous vous êtes vraiment révélé. Merci, ai-je dit. Entre vous et moi, a-t-elle baissé la voix. Le conseil d'administration discute de la planification de la succession. Nathan, il a du mal. Nous devrons peut-être apporter des changements l'année prochaine. J'ai hoché la tête lentement. Je comprends. Elle a étudié mon visage. Qu'en penseriez-vous? Ce n'est pas personnel, ai-je dit. C'est ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Elle a souri. Bonne réponse. 2 semaines plus tard, mon assistante m'a appelé pendant le déjeuner. Laura, il y a un certain Marcus Lin en ligne. Il dit que vous ne le connaissez pas, mais il espère que vous prendrez l'appel. Je ne reconnaissais pas le nom. Quelle entreprise? Sentinel Systems. J'en avais entendu parler. Une petite mais prometteuse start-up de cybersécurité qui fait sensation avec des protocoles d'authentification innovants. Passez-le-moi, ai-je dit. Marcus Lin avait une voix qui correspondait à sa réputation, confiante, directe, sans mots inutiles. Mademoiselle Winters, merci d'avoir pris mon appel. Je serai bref. Je suis votre travail depuis 2 ans. Le cadre de sécurité que vous avez créé est le meilleur que j'ai vu dans l'industrie. J'aimerais discuter d'un partenariat. Quel genre de partenariat? Ai-je demandé. Le genre où nous accordons une licence pour votre architecture de base, nous la développons et nous vous donnons des parts dans Sentinel ainsi qu'un siège à notre conseil d'administration. Je veux créer la prochaine génération d'outils de sécurité, et je ne peux pas le faire sans votre base. C'était audacieux, ambitieux, exactement le genre d'offre qui aurait rendu Nathan nerveux. J'ai adoré ça immédiatement.
Rencontrons-nous, ai-je dit. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Soho 3 jours plus tard. Marcus était plus jeune que je ne l'avais imaginé, dans la mi-trentaine, portant un jean et un blazer sur un t-shirt qui disait « chiffrez tout ». Il avait le genre d'énergie qui vous faisait vous asseoir plus droit, parler plus vite, penser plus grand. « Voici ce que je vois », a-t-il dit après que nous ayons commandé. L'industrie de la sécurité est bloquée. Tout le monde construit des améliorations progressives sur les mêmes vieux modèles, mais votre cadre, la façon dont vous avez conçu les systèmes de réponse adaptative, c'est vraiment innovant. Merci, ai-je dit. Je ne veux pas seulement l'autoriser, a-t-il poursuivi. Je veux m'associer à vous. Votre architecture comme base, mon équipe construisant la prochaine couche de réponse intelligente aux menaces. Nous partageons les revenus, vous obtenez 15% des parts de Sentinelle, et vous aidez à guider la direction technique. J'ai siroté mon café, en réfléchissant. Pourquoi ne pas simplement embaucher votre propre architecte? Parce que ce ne serait pas vous, a-t-il dit simplement. Vous pensez 3 coups à l'avance. C'est rare. Nous avons parlé pendant 2 heures de modèles de sécurité, de l'avenir des cybermenaces, de la construction d'entreprises qui privilégient l'innovation à la politique. Lorsque nous nous sommes finalement levés pour partir, je lui ai serré la main. Envoyez-moi la feuille de conditions. Je suis intéressé. Il a souri. Vous ne le regretterez pas, 3 mois plus tard, Sentinel Systems a lancé Sentinel Guard, une plateforme de sécurité de nouvelle génération construite sur mon architecture et les innovations de l'équipe de Marcus. La presse technologique s'est enflammée. TechCrunch, une plateforme de sécurité révolutionnaire bouleverse les normes de l'industrie. Wired, rencontrer l'architecte derrière l'outil de cybersécurité le plus innovant de l'année. Forbes, Laura Winters, de l'ombre de l'entreprise à la pionnière de l'industrie. Soudain, je n'étais plus l'ex-femme de Nathan ou la développeuse de WinterTech. J'étais Laura Winters, innovatrice. Mon nom figurait sur les discours d'ouverture des conférences. Les animateurs de podcasts voulaient des interviews. Les capital risqueurs demandaient des rencontres autour d'un café. C'était surréaliste et valorisant et parfois accablant. Rachel m'aidait à gérer l'afflux. Vous allez avoir besoin d'une personne chargée des relations publiques si ça continue, a-t-elle dit, en faisant défiler les demandes d'interview. Une chose à la fois, ai-je dit, mais je souriais. Alors que je prospérais, Nathan avait du mal. Ce n'était pas dramatique, pas de crise publique, pas de scandale, juste une lente érosion de la confiance et de l'autorité. Le conseil d'administration est devenu de plus en plus impatient face à son leadership. Les revenus trimestriels ont stagné. 2 cadres clés sont partis chez des concurrents. La culture d'entreprise, qui avait toujours été la force de Nathan, a commencé à sembler dénuée de direction. J'ai entendu les chuchotements lors des réunions, j'ai vu les regards échangés entre les membres du conseil d'administration. Un soir, j'ai croisé Nathan lors d'un événement d'entreprise, l'un de ces mixés de réseautage obligatoires où tout le monde fait semblant d'apprécier le vin chaud et les craquelins rassis. Il était debout seul près des fenêtres, regardant la ville. Il avait perdu du poids. Il y avait de nouvelles rides autour de ses yeux. « Félicitations pour Sentinel », a-t-il dit quand je me suis approché. « C'est un travail impressionnant. »« Merci », ai-je dit. Il a hésité, faisant tournoyer le vin dans son verre. Je pensais à démissionner. Peut-être que le moment est venu. J'ai étudié son visage. Il n'y avait pas d'amertume là-dedans, juste de la résignation. Peut-être même du soulagement. « Qu'est-ce que tu ferais ?» ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Je ne sais pas, consulter peut-être. Voyager. Découvrir qui je suis sans le titre de PDG. Il a ri doucement. Il s'avère que j'ai été défini par ce travail pendant si longtemps. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose d'autre. Il y en a, ai-je dit. Tu dois juste le trouver. Il m'a regardé. Tu sais, j'ai toujours pensé que j'étais le visionnaire, celui qui avait les grandes idées, mais c'est toi qui as réellement tout construit. Oui, ai-je dit simplement. C'est ce que j'ai fait. Il a hoché la tête lentement, acceptant cette vérité. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à le voir. Moi aussi. Il a fini son vin et a posé le verre. Quoi qu'il en soit, je suis content que tu ailles bien. Tu le mérites. Il s'est éloigné avant que je puisse répondre, disparaissant dans la foule des professionnels du réseautage. J'ai ressenti quelque chose d'inattendu.
Pas de la pitié exactement, mais une sorte de compréhension triste. Il avait perdu quelque chose qu'il avait tenu pour acquis, un but, une identité, la confiance facile d'être la personne à laquelle tout le monde se référait, et il n'y avait aucun moyen de le récupérer. 1 an après le divorce, je me tenais dans mon nouveau bureau chez Sentinel Systems, suite d'angle, 20e étage, vue panoramique sur la ville sous un angle différent. Winter Tech Solutions était stable. Nathan avait démissionné il y a 3 mois, et le conseil d'administration avait embauché une PDG externe, une femme nommée Patricia Hoffman avec 20 ans d'expérience opérationnelle. Je suis resté CTO et administratrice avec mes 40% de parts, mais je n'y étais plus tous les jours. Ma véritable passion était Sentinel. Marcus et moi avions construit quelque chose d'extraordinaire. Notre équipe était petite mais brillante, 23 personnes qui pouvaient coder mieux que des entreprises 10 fois plus grandes que la nôtre. Nous travaillions sur des projets qui semblaient vraiment innovants, pas seulement des améliorations progressives. Rachel m'avait suivi chez Sentinel, prenant un rôle de chef de cabinet. Partout où tu vas, je vais, avait-elle dit. Tu es la meilleure patronne que j'ai jamais eue. Un soir, elle s'est arrêtée à mon bureau alors que je passais en revue du code. Tu as l'air heureuse, a-t-elle dit. J'ai levé les yeux. Je le suis. Des regrets. J'ai pensé à la question, aux années que j'avais passées à être invisible, à construire l'empire de Nathan alors que mon nom disparaissait de l'histoire, à l'humiliation publique, à la clause que j'avais dû activer, au mariage qui s'était effondré. Non, ai-je dit finalement. Je regrette les années que j'ai perdues à être petite, mais pas ce que j'ai fait pour changer ça. Elle a hoché la tête. Bien, parce que tu es une sorte de légende maintenant. Les gens de l'industrie parlent de toi comme ils parlent des grands. J'ai ri. Je ne fais que commencer. Et je le pensais, parce que construire quelque chose qui m'appartienne vraiment, travailler avec des gens qui voient ma valeur, créer une technologie qui compte, c'était ce que j'avais toujours voulu. J'ai juste dû tout perdre pour le trouver. Rachel a quitté mon bureau ce soir-là, et je suis resté tard, comme je le faisais souvent maintenant, non pas parce que je devais le faire, mais parce que je le voulais. Les lumières de la ville s'étendaient en dessous de moi comme une carte de circuit imprimée, chaque fenêtre un point de connexion dans un vaste réseau de vie et d'ambition. Quelque part là-bas, des gens construisaient des choses, brisaient des choses, recommençaient à zéro. J'étais l'une d'entre eux maintenant, pas la femme à l'arrière-plan, pas l'architecte invisible, juste Laura Winters, construisant son empire. 2 ans après que tout se soit effondré, après la suspension, l'activation de la clause, le divorce, j'ai assisté à une conférence technologique à Austin. C'était l'un de ces événements massifs de l'industrie où tout le monde portait des sweats à capuche de marque et des baskets coûteuses, où des tables rondes se déroulaient simultanément dans 4 salles de bal, où le café était étonnamment bon et où le réseautage était agressivement optimiste. J'étais là en tant que conférencière principale, construire des architectures de sécurité résilientes dans un monde axé sur l'IA. La salle était pleine à craquer, et les questions qui ont suivi ont été pertinentes et engagées. Je surfais sur ce pic de post-présentation, celui où vous avez l'impression de savoir peut-être réellement de quoi vous parlez, quand je l'ai vue, Vanessa Monroe. Elle était de l'autre côté de la salle de bal de l'hôtel lors d'une réception cocktail, debout près d'un stand d'exposition pour une start-up que je ne reconnaissais pas. Elle avait l'air soignée comme toujours, robe ajustée, coiffure parfaite, mais il y avait quelque chose de tendu autour de ses yeux, une rigidité qui n'était pas là auparavant. Je l'ai regardée présenter à un petit groupe rassemblé autour du stand. Ses gestes étaient animés, son sourire éclatant, mais je pouvais lire le désespoir en dessous. La start-up avait du mal. Quiconque était dans l'industrie depuis assez longtemps pouvait le voir. Après sa présentation, la petite foule s'est dispersée rapidement. Elle était restée debout seule, ajustant les documents sur la table d'exposition avec un peu trop d'attention. J'aurais dû m'éloigner, aurais dû prendre un autre verre de vin et trouver Marcus pour faire un débriefing de la journée. Au lieu de cela, je me suis approché. Vanessa. Elle s'est retournée, et pendant une fraction de seconde, une véritable surprise a traversé son visage. Puis son masque professionnel s'est mis en place. Laura, sa voix était froide, contrôlée. J'ai vu que votre discours d'ouverture était bien suivi. Félicitations. Merci. J'ai dit que votre présentation avait l'air intéressante. Nous sommes restés là dans cet espace délicat où 2 personnes qui avaient été des ennemis essaient de déterminer si elles se battent encore. Finalement, elle a dit, je vous ai sous-estimé. J'ai pris une gorgée de mon vin. Oui, c'est ce que vous avez fait. Quoi qu'il en soit,
a-t-elle continué, sa voix plus basse maintenant, Nathan vous a sous-estimé aussi. Nous l'avons tous les deux fait. Je sais. Elle m'a étudié pendant un moment, et j'ai vu quelque chose changer dans son expression, quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Vous avez gagné. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas gagné. J'ai juste arrêté de perdre. Elle a souri faiblement, un vrai sourire cette fois, pas la version d'entreprise polie. Il y a une différence. Une grande. Elle a hoché la tête lentement, puis a tendu la main. Quoi qu'il en soit, je suis désolé pour le dépôt de brevet, pour la façon dont je vous ai traité. Vous étiez meilleur que je ne vous en ai crédité. Je lui ai serré la main. Les excuses sont acceptées. Elle a ramassé son sac sur la table d'exposition. Je devrais y aller. Mon vol est tôt demain. Bonne chance avec la start-up, ai-je dit. Merci. Je vais en avoir besoin. Elle s'est éloignée, disparaissant dans la foule des participants à la conférence dans leur t-shirt de start-up et leur confiance en capital risque. Je l'ai regardée partir et je n'ai rien ressenti, ni colère, ni satisfaction, pas même la victoire creuse que j'aurais pu attendre, juste de l'indifférence. Elle faisait partie de mon passé, et j'en avais fini de regarder en arrière. Vers la même époque, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Il s'appelait Alex Carter, et je l'avais rencontré lors d'une réunion du conseil d'administration de Sentinel où il présentait des recherches sur l'analyse prédictive. Il était data scientist, brillant, réfléchi, avec le genre d'esprit qui trouvait des schémas là où d'autres voyaient le chaos. Il était également rafraîchissant de simplicité. Lors de notre 3e rendez-vous autour d'un repas vietnamien dans un petit restaurant de l'East Village, il a dit « Puis-je te demander quelque chose ?» Bien sûr. Tu es un peu intimidante. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai ri, m'étranglant presque avec mon rouleau de printemps. Est-ce un problème? Il a souri, les yeux plissés au coin. Non, c'est attirant. J'ai passé trop d'années à sortir avec des gens qui avaient besoin que je le sois moins pour qu'ils puissent se sentir plus. C'est agréable d'être avec quelqu'un qui n'en a pas besoin. J'ai posé mes baguettes. Qu'est-ce qui t'a fait penser que je n'en avais pas besoin? Parce que tu sais déjà qui tu es, a-t-il dit simplement. C'est rare et un peu incroyable. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression que quelqu'un me voyait non pas comme une menace, pas comme une compétition, pas comme quelqu'un à gérer ou à diminuer ou à concurrencer, juste comme une partenaire. Nous avons pris les choses lentement. Il n'y avait pas de précipitation, pas de pression pour définir ce que nous étions ou où cela allait. J'avais appris à la dure que certaines choses ne peuvent pas être forcées, que le véritable partenariat nécessite un espace pour respirer. Il posait des questions sur mon travail parce qu'il était sincèrement intéressé, pas parce qu'il voulait s'en attribuer le mérite. Il célébrait mes succès sans se sentir diminué par eux. Quand je voyageais pour des conférences, il ne boudait pas et ne demandait pas d'être rassuré. Il disait juste « passe un bon voyage », et il le pensait. C'était tellement différent de mon mariage avec Nathan que parfois je devais me rappeler que c'était réellement comme ça que ça devait être. Un dimanche matin tranquille, environ 3 ans après la suspension qui avait tout changé, j'étais assise à mon bureau avec une tasse de café et une feuille de papier vierge. Je ne sais pas ce qui l'a provoqué. Peut-être était-ce de voir Vanessa et de réaliser le chemin parcouru. Peut-être était-ce le contentement que je ressentais avec Alex. Peut-être était-ce juste le moment. J'ai commencé à écrire une lettre, pas pour l'envoyer, pas à quelqu'un de précis, juste pour traiter, pour clore un chapitre. Chère Laura, tu vas construire quelque chose d'incroyable, et quelqu'un en qui tu as confiance va essayer de te le prendre. Ça va faire mal. Tu vas tout remettre en question, ta valeur, tes choix, ta voix. Tu vas rester éveillé la nuit à te demander si tu es trop sensible, trop exigeante, trop difficile. Tu vas te faire plus petite, en essayant de te faire entrer dans des espaces qui n'ont jamais été conçus pour toi. Mais voici ce que j'ai besoin que tu saches, tu n'es pas invisible. Tu ne l'as jamais été. Tu étais juste entouré de gens qui avaient besoin que tu sois petite pour qu'ils puissent se sentir grands. Quand le moment viendra, et il viendra, aie confiance en toi. Aie confiance dans les clauses que tu as écrites quand tu étais paranoïaque. Aie confiance dans la documentation que tu as conservée quand tout le monde t'a dit que c'était excessif. Aie confiance dans les sauvegardes que tu as faites quand ils ont dit que tu en faisais trop. Aie confiance dans le fait que le silence peut être plus puissant que les cris. Et quand ce sera fini, quand tu auras repris ce qui t'appartient, ne laisse pas l'amertume s'enraciner.
Ne deviens pas la chose contre laquelle tu t'es battu. Construis quelque chose de nouveau, quelque chose à toi, quelque chose qui reflète qui tu es réellement, pas qui ils avaient besoin que tu sois. Tu le mérites. Tu l'as toujours mérité. Avec amour, Futur. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans le tiroir de mon bureau sous de vieux contrats et des cartes de visite oubliées, un rappel, une relique, une promesse tenue. 3 ans après que Nathan se soit tenu à ce podium et ait essayé de m'effacer, je me tenais sur le balcon de mon bureau de Sentinel System, regardant la ville. Le soleil se couchait, peignant les bâtiments dans des tons ambrés et roses. La circulation bourdonnait en contrebas. Quelque part, une sirène hurlait. La vie dans toute sa complexité désordonnée continuait. WinterTech Solutions était stable sous la direction de Patricia. Nathan avait déménagé au Colorado d'après ce que j'avais entendu, faisant du conseil et apprenant à skier. Nous échangions de temps en temps des emails cordiaux concernant les affaires du conseil d'administration, mais c'était tout. La colère s'était estompée. La douleur avait guéri. Nous étions juste 2 personnes qui avaient autrefois construit quelque chose ensemble et qui avaient ensuite dû le démolir. Sentinel System croissait plus vite que ce que nous avions prévu. Nous venons de conclure le financement de série B. Nous embauchions. Marcus et moi planifions déjà la prochaine phase, une expansion internationale peut-être, ou une acquisition stratégique. J'avais des parts, de l'influence, du respect. Mais plus que tout cela, j'avais la paix. J'ai pensé à la femme que j'avais été il y a 3 ans, calme, accommodante, se faisant invisible pour maintenir la paix. Elle avait disparu, pas effacée, mais transformée, trempée par le feu en quelque chose de plus fort. J'avais appris que le pouvoir n'est pas donné. Il se construit ligne par ligne, clause par clause, sauvegarde par sauvegarde. Nathan avait essayé de m'effacer. Vanessa avait essayé de me voler. Le conseil d'administration avait essayé de me négliger, mais j'avais eu 10 coups d'avance tout le temps. Parce que la chose la plus dangereuse que quiconque puisse faire est de sous-estimer la femme qui a construit le système, surtout quand elle détient le plan. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Alex. Dîner à 19h. Je fais ces pâtes que tu aimes. J'ai souri et j'ai répondu. Parfait. À tout à l'heure. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la ville, ma ville maintenant, d'une manière qu'elle ne l'avait pas été auparavant, puis je me suis détourné de la vue et je suis retourné à mon bureau. Il y avait du travail à faire, des emails à répondre, du code à revoir, un empire à construire, et cette fois, c'était tout à moi. Je me suis assise, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis remise au travail, non pas parce que je devais encore prouver quoi que ce soit, mais parce que j'aimais ce que j'avais construit, et je ne faisais que commencer. Cette histoire de vengeance d'entreprise vous a tenu en haleine du début à la fin? Cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Mon moment préféré était quand Laura a dit calmement, très bien, et est sortie, sachant que les systèmes s'éteindraient à minuit. Quel a été votre moment préféré? Déposez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires de vengeance incroyables comme celle-ci. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.